Le soleil frappait fort ce matin-là sur les tôles rouillées du quartier de Anoukopé à Lomé. Assétina, 13 ans, marchait pieds nus vers l'école, son cahier serré contre sa poitrine, son uniforme légèrement déchiré au col. Elle rêvait de devenir institutrice comme Madame Afiwa, sa professeure de français. Ce matin-là, elle avait récité tous les verbes du premier groupe en chantonnant. Mais en arrivant à l'angle du maquis, chez Kokou, elle vit sa mère l'attendre, les bras croisés, le visage dur comme la pierre. « Viens, tu ne vas plus à l'école », dit-elle sans émotion. Sans lui donner le temps de poser la moindre question, la femme la tira par le bras. Le cœur d'Assétina se serra. Quelque chose clochait. Elle sentait cette odeur étrange dans l'air, un mélange d'huile rance, de poussière et de fin d'enfance. En silence, elles traversèrent le quartier jusqu'au carrefour d'Agbalépedo, où un homme à la peau brillante et aux lunettes noires attendait, adossé à un vieux taxi. À ses pieds, un sac de riz. L'homme hocha la tête en voyant la fillette. Sa mère n'eut même pas besoin de parler. Elle posa sa main sur le sac de riz, le palpa, vérifia le contenu comme on inspecte un marché de poissons, puis, d'un ton sec, elle lança « Elle est forte. Elle sait cuisiner. Et elle est obéissante. » Assétina sentit un frisson la traverser. Elle ne comprenait pas encore. Elle croyait à une mauvaise blague. Mais quand l'homme lui prit le poignet sans douceur, elle comprit que ce n'était pas une visite chez une tante. C'était un départ sans retour. Sa mère prit le sac, l'empila sur sa tête, puis s'éloigna sans un regard. Pas un baiser, pas un mot, rien. Comme si elle venait de vendre une chaise ou une marmite. Dans ses yeux, il n'y avait ni peine, ni honte. Juste la fatigue d'une vie trop dure et l'urgence de remplir une marmite vide. Assétina se retourna plusieurs fois espérant un signe, un cri, un geste. Mais non, elle disparut dans la foule et le taxi démarra. Assise à l'arrière du vieux taxi, entre des sacs de charbon et des bassines en plastique, Assétina fixait la vitre sale. La ville de Lomé s'éloignait. Sa vie aussi. L'homme ne parlait pas. Il mâchait bruyamment du cola, le regard fuyant. Chaque virage l'éloignait de son école, de sa maison, de son enfance. Elle avait envie de crier. Mais quelque chose en elle s'était déjà brisé. Elle serra son cahier si fort que la couverture se déchira. C'était tout ce qui lui restait. Quand le taxi s'arrêta à la frontière du Bénin, elle vit pour la première fois les soldats armés, les femmes qui passaient en douce d'épagne sous leurs boubous et l'homme qui lui ordonna de descendre. Elle ne dit rien. Elle descendit, les jambes tremblantes. Elle n'avait que 13 ans et le monde venait de lui tourner le dos. Le vieux taxi s'enfonçait sur une route poussiéreuse. À l'arrière, Assétina gardait le silence, le cœur battant. Le bruit du moteur couvrait ses pensées. L'homme à côté d'elle, qu'elle ne connaissait pas, l'appelait maintenant « la petite ». Il n'avait pas dit un mot depuis le départ, si ce n'est « ferme ta bouche et obéis ». Devant eux, la frontière se rapprochait. Le taxi s'arrêta. L'homme glissa un billet au douanier. Pas de questions, pas de papier, juste un signe de tête. Ils traversèrent comme si elle n'était rien, ni enfant, ni élève, juste un corps déplacé. Assétina sentit ses jambes trembler quand le taxi redémarra. Elle n'était plus au Togo, elle était ailleurs, elle était perdue. Ils arrivèrent à Cotonou en soirée. La ville était bruyante, étrangère. L'homme la confia à une femme sèche et silencieuse. On lui ordonna de se laver, on lui coupa les cheveux. Puis elle fut enfermée dans une petite chambre, sans fenêtre. On lui retira son cahier, son prénom, sa langue. Ce soir-là, elle comprit. Personne ne viendrait la chercher. À son arrivée dans la maison, on lui explique les règles. Ne jamais dire non, toujours sourire, et surtout ne jamais poser de questions. On lui donne des vêtements trop serrés, du maquillage bon marché, et un lit qu'elle partage avec la peur. Chaque geste est surveillé, chaque faux pas est puni. La première nuit est un enfer. Un homme entre, paie, et repart sans même un regard. Elle serre les dents. Elle ne comprend pas encore, mais elle sent que son enfance vient de s'éteindre. Les jours suivants, d'autres hommes viennent. Elle n'a plus de force pour résister. Elle apprend à ne plus pleurer. Un soir, elle tente de s'enfuir. Elle ne va pas loin. On la frappe, on la menace. Elle revient en boitant, le visage tuméfié. Ce jour-là, elle comprend. Ici, on ne fuit pas. Alors elle décide d'apprendre, à survivre, à se taire, à disparaître dans son propre corps.
C'est sa seule façon de rester en vie. Un matin, une des femmes de la maison l'a désignée du doigt. Toi, désormais, tu t'appelles Gloire. Elle a voulu protester, dire qu'elle s'appelle Assétina, mais on lui a claqué la bouche. Ici, tu fais ce qu'on te dit. Gloire, un nom vide, imposé. Son vrai prénom fut enterré avec son passé. On lui a interdit de parler Mina. Elle devait sourire en français, danser en silence, oublier ses racines. Elle regardait les autres filles. Aucune ne disait son vrai nom. Elles avaient toutes été renommées comme des objets de vitrine. Dans le miroir, elle ne se reconnaissait plus. Ses yeux étaient là, mais son âme partait. Un soir, une fille plus âgée lui a murmuré « Plus tu cries, plus il frappe, alors souris. » Ce soir-là, Assétina, ou plutôt Gloire, a décidé de se taire, d'obéir, d'exister sans exister. Elle n'avait plus de nom, plus de langue. Elle était un silence, habillée de paillettes et de rouge à lèvres bon marché. À 16 ans, Assétina découvre qu'elle est enceinte. Elle ne sait pas de qui. Aucun des hommes ne lui a laissé autre chose qu'un nom d'hôtel ou une cicatrice. Pourtant, quand elle sent la vie bouger en elle, un espoir naît. Pour la première fois, elle se sent moins seule. Elle rêve d'un enfant à aimer, à sauver. Quand la tenancière l'apprend, elle entre en rage. « Tu crois qu'on est une maternité ici ?» hurle-t-elle. Le client de la nuit suivante est brutal. Trop. Le sang coule. Le bébé ne survivra pas. Assétina reste allongée toute la nuit, sans bouger. Elle ne pleure pas. Elle regarde le plafond et sent que quelque chose s'est brisé en elle. Définitivement. À l'aube, elle enterre elle-même ce qu'il restait du bébé, dans un vieux carton, derrière la maison. Aucun mot, aucune prière, juste un souffle et 2 poignées de terre. Ce jour-là, elle ne s'est pas contentée d'enterrer un enfant. Elle a aussi enterré son cœur, ses rêves et ce qu'il restait de son innocence. Un après-midi, alors qu'Assétina attend un client dans un bar d'Akpakpa, une femme entre. Elle est bien habillée, parle doucement et regarde les filles comme des personnes, pas comme des marchandises. Elle s'approche d'Assétina, lui tend un mouchoir et dit « Tu veux sortir d'ici ?» Elle s'appelle Benta, une ancienne victime devenue militante. Elle connaît ses regards vides, ses douleurs muettes. Elle ne promet rien, juste une chance. Elle donne à Assétina un numéro, une adresse, puis elle part, laissant derrière elle une étincelle, une toute petite lumière dans la nuit. Assétina hésite, elle a peur. Si elle est prise, elle sera battue. Mais un soir de pluie, elle rassemble son peu d'affaires et s'échappe. Elle court sans se retourner jusqu'à l'adresse. Binta l'attend. Elle la serre dans ses bras. Pour la première fois en 7 ans, Assétina pleure. Pas de douleur, de soulagement. Des années ont passé. Assétina a changé. Elle n'est plus une marchandise, ni une fugitive. Elle est une survivante. Un jour, elle décide de retourner à Lomé. Non pas pour retrouver son passé, mais pour regarder la douleur droit dans les yeux. Elle cherche sa mère. Et elle la retrouve, assise devant un tas de charbon, fatiguée, vieillie. Assétina se tient devant elle, droite. Sa mère lève les yeux, surprise. Elle reconnaît sa fille. Elle ne dit rien. Le silence est lourd, très lourd. Puis Assétina parle. Pourquoi? Juste ce mot. Pas de cri, pas de reproche. Juste cette question brûlante que son cœur porte depuis plus de 10 ans. La mère baisse la tête, elle murmure. J'avais faim. Tu étais de trop, je ne savais pas quoi faire. Pas d'excuses, juste la misère comme explication. Mais pour Assétina, ce n'est pas suffisant. Elle tourne les talons, elle ne hurle pas, elle ne pleure pas. Elle s'en va, laissant derrière elle ce qui reste de sa famille. Un jour, Binta l'inscrit à un forum international sur la traite des êtres humains à Lomé. Au début, Assétina hésite. Parler, devant tout le monde, de ce qu'elle a vécu. Elle ne tremble rien qu'à l'idée. Mais Binta lui dit « Ta voix est une arme, utilise-la. » Assétina monte sur scène, un micro à la main. Elle regarde la foule, ses mains tremblent, puis elle commence. « J'ai été vendue par ma propre mère pour un sac de riz. » Un silence tombe sur la salle. Les yeux s'écarquillent, les cœurs s'ouvrent. Elle raconte sans détour, sans larmes, avec force. À la fin, la salle applaudit. Certains pleurent, d'autres la remercient. Elle reste droite. Ce jour-là, elle ne parle pas seulement pour elle. Elle parle pour les autres, pour celles qui sont encore enfermées, pour celles qu'on ne voit jamais. Son histoire devient un cri, et ce cri résonne.
Assétina retourne à Cotonou. Pas en victime, mais en femme debout. Elle entre dans les vieux quartiers où elle a souffert. Elle reconnaît les rues, les visages, les murs sales. Mais cette fois, elle n'est pas seule. Elle vient avec des bénévoles, des vivres et surtout de l'espoir. Elle ouvre un petit centre d'accueil à Anéo, près de la frontière. Un refuge pour celles qui veulent fuir. Elle les accueille avec des mots doux, des repas chauds et une écoute vraie. À chaque fille, elle dit « Tu n'es pas sale. Tu es une survivante. Moi aussi, j'ai été toi. » Certaines filles ne parlent pas. D'autres ne sourient jamais. Mais au fil des jours, un miracle se produit. Elles reprennent goût à la vie. Elles chantent, elles dansent, et parfois, elles pleurent, sans honte. Pour Assétina, chaque sourire retrouvé est une victoire. Car ces filles, ce sont ses sœurs, sa vraie famille. Assétina publie un livre. Son titre claque comme une blessure, vendu à 13 ans. Elle y raconte tout, sans filtre, sans détour. Elle veut laisser une trace, pour que le monde sache, pour que personne ne puisse dire « on ne savait pas ». Son histoire devient un outil de lutte. Elle sillonne le pays, parle dans les lycées, les radios, les forums. Chaque jour, elle affronte les regards, les préjugés, les silences gênés. Mais elle ne recule pas. Elle n'a pas pardonné à sa mère, ni aux hommes qui l'ont détruite, mais elle a transformé sa douleur en force. Et ça, c'est plus puissant que la haine. Assétina ne cherche plus la paix dans l'oubli. Elle la trouve dans chaque vie qu'elle sauve, dans chaque jeune fille qu'elle relève, dans chaque mot qu'elle écrit. Son passé ne l'écrase plus. Il la porte. Elle n'a pas eu d'enfance. Mais aujourd'hui, elle donne un avenir à d'autres. Et c'est sa plus grande victoire.